Bonjour et shalom à tous. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 23 janvier, jour de la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée russe et par extension, journée de célébration bien sûr de la Shoah, cette catastrophe européenne, et pas seulement européenne, puisque il faut quand même le signaler, les Juifs qui fuyaient, n'est-ce pas, l'Allemagne, ont voulu, pour certains, se trouver refuge aux États-Unis, en Amérique du Sud et ailleurs, et n'ont pas pu le faire. Étant moi-même d'origine belge, j'ai vraiment le souvenir de ce paquebot dont le nom m'échappe maintenant. Peut-être était-ce même le Lusitania, j'ai peur de dire une bêtise. Et ce paquebot a quitté Hambourg pour les États-Unis, où, n'est-ce pas, il y avait quelque chose comme 300, 400 juifs à bord qui n'ont pas pu débarquer, ailleurs non plus, et qui finalement ont pu débarquer à Anvers, en Belgique, laquelle Belgique, évidemment, peu de temps après, a été envahie par l'Allemagne avec les conséquences que l'on sait pour les Juifs qui se trouvaient là sur place. Bien, alors aujourd'hui, célébration de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée russe. Mon propre père, qui était prisonnier de guerre, protégé par la Croix-Rouge, qui était dans un camp de prisonniers de guerre avec des Belges et des Français en Bohême-Moravie, eh bien, a été également libéré par l'armée rouge. Et mon père me racontait des choses absolument atroces concernant le comportement de l'armée rouge, pillant, violant, tuant, bref, les prisonniers belges qui étaient dans ce camp ont d'ailleurs failli eux-mêmes être tués, puisque la soldatesque soviétique de l'époque constituée, disait mon père, de gens très simples et très peu instruits, faisaient l'amalgame entre Belges, Allemands et voulaient liquider, n'est-ce pas, tout ce qu'ils voyaient dans ce camp. Bref, c'est une petite parenthèse que je fais ici, et j'introduis donc ce message aujourd'hui pour une raison très simple, c'est qu'il y a plusieurs points dans ce message, dans cette célébration que nous vivons actuellement en direct et que les grands médias internationaux ou bien les médias israéliens, comme par exemple I24 News en français, relaient tout au long de ces journées. Mais il y a des choses qui, moi, me troublent, me dérangent et me choquent profondément. Je vais vous les aligner tout simplement. Donc de la part d'un tout petit média que nous ne sommes même pas, hein, par dérision j'ai appelé ça radio ou TV Expression. Vous aurez donc l'émission en différé sur vos sites. Eh bien, c'est avec humour bien sûr que je présente les choses ainsi. Mais les choses qui ont attiré mon attention et qui me scandalisent, elles ne sont pas anodines. Alors je commence ma petite liste de choses que je trouve absolument étonnantes et qui finissent par amener un climat ambigu dans cette célébration, non pas du point de vue juif, mais en tout cas du point de vue des nations qui viennent à Jérusalem, peut-être pas toutes, mais certaines en tout cas. Quand je constate que Emmanuel Macron, le président de la République française, vient ici et se montre partout, et à coup de petits scandales d'ailleurs, dans la vieille ville, nous allons y venir, n'est-ce pas, et fait vraiment tout pour se montrer. Je suis mal à l'aise, parce que si vous suivez avec I24 News, vous verrez que l'on voit Macron partout, et toujours en train de s'exprimer en coulisses, etc., etc. Et il y a là un profond malaise, parce que on a l'impression qu'il est plus ici, c'est mon sentiment, en représentation qu'en situation digne et un peu réservée par rapport à l'essentiel qui est la commémoration de la Shoah quand même. Or Macron, ainsi que le prince Charles d'Angleterre et Poutine,
qui viennent à ces commémorations et sont là aujourd'hui, même à Yad Vashem, pour ce long moment de célébration, ont aussi choisi d'aller chez Mahmoud Abbas, le président, vraiment, je mets entre les guillemets, d'une autorité palestinienne dont on ne sait plus trop à quoi elle ressemble aujourd'hui, puisque, par exemple, son président est président depuis Mathusalem à peu près, hein, jusqu'à aujourd'hui. Je m'amuse un petit peu, mais on n'en est pas loin, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'élection dans ces... n'est-ce pas, pour cette élection d'un président de l'autorité palestinienne depuis, ça va faire plus de 10 ans maintenant. Donc il semble être un président à vie, une espèce de dictateur en réalité. Et en plus, tout le monde sait, c'est notoire, c'est connu, qu'il est un ex-universitaire. Il a étudié dans une université, je ne sais plus laquelle, ça doit être en Égypte ou je ne sais où, dans le monde arabo-musulman, et il a rédigé une thèse, un doctorat, j'imagine, n'est-ce pas, en fin d'études sur la négation de la Shoah. Mahmoud Abbas est un intellectuel qui a, n'est-ce pas, rédigé un mémoire universitaire niant la réalité de la Shoah. Alors dites-moi, comment conciliez-vous le fait, pour Macron, pour Charles d'Angleterre, pour Poutine, peut-être pour d'autres aussi, je ne sais pas, de venir, n'est-ce pas, à une célébration de la libération du camp d'Auschwitz et de la Shoah, par extension, bien sûr, on ne peut pas séparer, et d'aller quasiment dans la foulée, presque le même jour ou le lendemain, n'est-ce pas, visiter le président d'une autorité qui diffuse via son président depuis des décennies maintenant la haine du monde juif, avec des livres d'école, n'est-ce pas, sanglants et appelant au génocide des juifs, avec des salaires payés à des terroristes qui assassinent des victimes civiles juives et non juives d'ailleurs, quelquefois par accident, entre guillemets, ici en Israël. Comment est-ce conciliable, mes amis? Moi, je me demande vraiment dans quelle foire on se trouve. Il y a quelque chose de tragique. Il y a une espèce de Shoah de la Shoah aujourd'hui, intellectuellement, que moi je ressens, où l'événement essentiel qui est ce terrible événement de la Shoah est biaisé par est trahi quelque part par des comportements comme cela. Et il n'y a pas que cela. Il y a bien d'autres choses. Alors j'observais le président Macron, je n'ai pas rien de particulier, n'étant pas français, à exprimer contre lui. Ça, ce qui se vit en France le regarde le peuple français. Bien, mais j'ai été vraiment choqué. Oui, je dis choqué parce que, n'est-ce pas, j'ai suivi la première intervention qui a été télévisualisée, dirais-je, qui a été filmée par E24 News, où Macron donne un discours avec Rivlin, le président de l'État d'Israël. Alors, autant j'ai perçu chez Rivlin, eh bien, le comportement digne de quelqu'un qui sait que ce qui se passe ici est une célébration de quelque chose d'atroce, de catastrophique, de démoniaque. Donc ça ne peut pas se vivre autrement que dans une dignité, une espèce de solennité, même si on accompagne ça de sourire, d'amabilité, dans un esprit d'hospitalité pour ceux qui arrivent. Mais j'ai observé Emmanuel Macron pendant que Rivlin parlait et j'étais vraiment choqué de voir. J'avais l'impression d'avoir en face de moi un jeune homme qui se fichait éperdument de ce qui se racontait là. C'était traduit, ce que Rivlin disait était traduit. Donc il y avait à l'égard de ce vieil homme, Rivlin est un homme âgé, président de l'État d'Israël, est un juif, pas besoin de le préciser. On accueille dans le cadre d'une catastrophe qui va concerner toute la planète d'une certaine façon, n'est-ce pas? Eh bien, on accueille le président de la République française et on a l'impression d'avoir devant soi un jeune homme qui s'ennuie, qui dit bon ben voilà, on arrive bientôt à la fin, etc.
qui fait des sourires à la foule qui est là, donc des amis qu'il voit, des petits saluts. Pendant que l'on parle, n'est-ce pas, on accueille, on est en train de l'accueillir pour cette célébration de la Shoah. Cela m'a choqué. Je vous invite à aller voir, n'est-ce pas, donc il y avait tout simplement chez Rivlin une réelle sincérité, et il n'y en avait pas chez Macron. C'est une évidence pour moi, donc je suis très dérangé par cette absence d'affect, cette absence de réelle prise en compte, je dirais, affectueuse, je veux dire, pour quelque chose qui dépasse l'imagination, quelque chose qui a fait que des Juifs sortis de ces camps ont mis quelquefois 20 ans avant de pouvoir s'exprimer, tant le choc a été grand, et fait que toute une génération allemande n'a pas su elle-même comment oser dire la vérité, tant ça dépassait, permettez-moi l'expression, l'imagination. On ne peut pas imaginer des choses comme celle-là. Alors, tout ça est choquant. Alors, si j'en viens maintenant à l'incident qui a eu lieu dans la vieille ville, n'est-ce pas, de la part de Macron, alors, écoutez, est-ce que c'est le moment de perdre ses nerfs et de s'énerver sur les services de sécurité? Alors, on a tous en mémoire le triste exploit de Jacques Chirac, qui est venu, lui, dans un cadre différent que celui de la célébration de la Shoah, de la libération des camps par les Russes. Mais, faisons une parenthèse, il n'y a pas que les Russes qui ont libéré des camps. Les Américains, de leur côté, ont libéré, par exemple, le camp que j'ai pas de Treblinka. Mais ils ont, je me trompe peut-être, mais ils ont libéré d'autres camps venant, eux, par l'ouest, n'est-ce pas, en Allemagne. Bien, alors, est-ce que c'est, n'est-ce pas, revenons à Macron, est-ce que c'est le moment de rééditer l'exploit de Chirac, parce que c'est une réédition? Alors certains disent non, il a été sincère. Écoutez, arrêtons de se moquer du monde, c'est de toute façon extrêmement déplacé. Quel était le problème? Le problème est que Macron déambulait depuis la porte des Lions, n'est-ce pas, sur 50 mètres à peu près, porte des Lions, dans la vieille ville de Jérusalem, rentrant dans le quartier arabe chrétien de Jérusalem, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est cela, et se dirige vers ce qu'on appelle l'église Sainte-Anne, qui est une propriété de l'État français, semble-t-il. Et donc, comment dire, les services de sécurité français et israéliens, qui ont charge de protéger le président de la République française, vous n'imaginez pas le déploiement de police qui a dû se faire ici à Jérusalem pour accueillir 49 n'est-ce pas, responsables des nations, dont le roi des Belges d'ailleurs, puisque je suis belge, je tiens à le signaler en passant. Et n'est-ce pas, je pense que c'est quelque chose comme, je ne pense pas, je l'ai appris hier, c'est 10 000 policiers, à mon avis, supplémentaires qui ont été convoqués rien qu'à Jérusalem pour comment vais-je dire, organiser la protection sur les itinéraires, dans les lieux, un peu partout, jusque dans Yad Vashem, jusque dans les différents lieux d'expression, n'est-ce pas, et de tous ces invités, sur tel endroit, tel forum, etc. etc. Donc, imaginez l'état d'esprit des gens de la sécurité israélienne qui accompagne Macron dans la vieille ville de Jérusalem, où nous savons qu'il y a eu, et qu'il y aura encore, hélas, probablement, nombre d'attentats. Qu'est-ce qui empêchait qu'un attentat survienne? Alors, ce qui l'a empêché, c'est un service de sécurité français, mais aussi qui accompagnait le président, mais surtout le service de sécurité israélien, qui connaît le terrain, qui connaît les dangers, qui est habitué à ce genre de situation. Ils arrivent devant la porte de l'église Sainte-Anne et dans leur logique de gens de sécurité, ils veulent aussi rentrer dans l'église Sainte-Anne. Parce que, qu'est-ce qui empêche de croire qu'un terroriste sous déguisement chrétien, un Français par exemple, qui haïrait Macron, ne soit entré sous prétexte de visiter l'église et y a été reçu en tant que catholique français, pourquoi pas, je ne sais pas, et ne commettre un attentat dans l'église? Ça peut se concevoir dans cette église Sainte-Anne. Donc, les services de sécurité israéliens veulent rentrer,
Et Macron se fâche, s'énerve en disant que ça, ne pas le faire, c'est un lieu qui appartient à la France. Donc, le problème est vraiment une question de revendication territoriale en plein cœur de Jérusalem. Et Macron aurait très bien pu gérer les choses autrement, calmement, en disant au service de sécurité, écoutez, je comprends votre préoccupation, mais c'est un lieu religieux appartenant à la France, territoire français, est-ce que vous pouvez nous attendre dehors, s'il vous plaît? Je prends sur moi d'entrer avec ma garde rapprochée française. Calmement, c'est tout. Les services de sécurité israéliens ont des ordres et ils sont responsables. S'il arrive quelque chose à Macron, ou s'il arrive quelque chose à qui que ce soit pendant ces jours, soyez assurés que tout, n'est-ce pas, toute la responsabilité reviendra au service de sécurité et il y aura vraiment des sanctions terribles. Donc là, non. Alors, je ne peux pas empêcher de penser que là, il y a un coup de bluff, une réédition de l'épisode Chirac qui a été lamentable et pour moi grossier, tout simplement. Parce que si vous revisionnez le film du passage de Chirac dans le souk de Jérusalem, environné d'une foule arabe dont personne ne sait ce qu'elle pense ou pourrait faire, et qui le sert de près avec la garde rapprochée des services de sécurité israéliens. Et rappelez-vous, Chirac, bien sûr, qui fait son... Alors, tout ça, évidemment, n'est pas correct du tout. Et il y a derrière tout ça, quand même, il y a peut-être un aveu qui se fait difficilement, mais vous savez, lorsque Ben Gurion est allé rendre visite à De Gaulle n'a pas apprécié du tout, et il s'en est suivi cette fameuse phrase de Gaulle, les Juifs, ce petit peuple sûr de lui et dominateur. Voilà, donc, vous voyez, quand un Juif vit ce qu'il est, et il est considéré comme dominateur. Alors c'est la vieille doctrine n'est-ce pas, qui vient de ces siècles de théologie de remplacement où l'Église a remplacé Israël, ce qui est une aberration, une stupidité. L'Église devrait être l'expression, n'est-ce pas, de ce qu'un rabbin juif, Yeshua HaMashiach, a accompli sur une croix et en ressuscitant, mais sans autre. N'est-ce pas? Dieu a un avenir pour Israël. L'Écriture nous le montre très clairement. Les prophètes sont là. Bon, c'est la continuation, quelque part, de cela. Alors, tout ça se passe, rappelons-le quand même, dans un contexte qui est la célébration de la Shoah, finalement. C'est une drôle de façon de célébrer, je trouve, la Shoah. Bien alors, quant à Poutine, le président qui est champion du monde pour rester au pouvoir de toutes sortes de façons. Lorsqu'il a passé ses 2 mandats, il a demandé à Medvedev, je pense, de devenir président et lui Premier ministre, c'est pas mal, hein. Et puis en réalité, c'est lui qui a dirigé tout, parce que c'est un homme sans scrupules, sans... Voilà, donc tout le monde sait que Medvedev s'est plié au rôle de président fantoche, homme de paille, probablement, moi je pense par peur, par crainte d'être, nous savons très bien qu'en Russie aujourd'hui, eh bien les méthodes du KGB sont toujours là, lorsque quelqu'un se lève et parle un peu trop fort, eh bien il est écarté, il suffit de suivre l'actualité pour s'en rendre compte. Il y a pas mal de gens, n'est-ce pas, qui sont en prison uniquement parce qu'ils ont élevé la voix contre Poutine et qu'ils auraient pu être des concurrents. J'ai oublié son nom, mais il y a un candidat à l'élection en Russie il y a quelques temps, je ne sais plus, qui s'est trouvé, dont la candidature a été déclarée illégale. Pourquoi, je ne sais plus trop. Mais voilà, donc on connaît, donc on reçoit cet homme-là, qui quelque part est la continuation d'un état d'esprit aussi. Et la continuation de quel état d'esprit? Bien d'une Russie séculaire qui a massacré, qui a soutenu les pogroms jusqu'en Ukraine. L'Ukraine en fait partie à un moment donné aussi de la Russie et partout. Alors on reçoit Poutine, c'est très bien, c'est très bien. Mais dites-moi, franchement, que vient faire l'inauguration ici à Jérusalem d'un monument à la gloire de l'armée rouge qui
pendant 900 jours, a tenu tête à l'armée allemande, l'armée nazie, lors du siège de Leningrad, donc qui était avant Saint-Pétersbourg et qui est redevenu Saint-Pétersbourg. Ok, ce fut un événement terrible. 1 million de Russes y ont péri, par la famine, par les combats, par tout ce que vous pouvez imaginer. Et le quart de l'armée allemande sur ce front-là a été détruit aussi. Ça donne une idée de la férocité des combats dans ce lieu. Mais dites-moi, quel rapport? C'est un événement tragique, c'est un événement glorieux pour l'armée soviétique qui a tenu, pour les Russes qui ont tenu dans l'ex-Saint-Pétersbourg et qui ont amené la défaite de l'armée nazie. Ok, c'est tout à fait bien. Quel est le rapport entre cet événement-là et le fait, et la Shoah, et la libération du camp d'Auschwitz par l'armée soviétique, n'est-ce pas? Ça aurait été une autre armée, c'était une autre armée, c'est tout. Les Allemands perdaient la guerre, alors de toute façon, les camps allaient être libérés, etc., etc. Alors, quel est le rapport entre cela? Et je suis profondément troublé, d'autant plus qu'il y a en coulisses, à peine en coulisses de cela, une tentative de faire endasser à Israël un discours qui est profondément injuste, qui est celui de la culpabilité uniquement de la Pologne et dans le démarrage de la guerre, s'il vous plaît, et dans l'antisémitisme et la destruction du peuple. Il est un fait du peuple juif en Pologne, il est un fait qu'il y a de longtemps un antisémitisme juif dans une Pologne éminemment et presque majoritairement catholique. On le sait depuis longtemps. Cet antisémitisme a continué après la guerre. Il y a eu des pogroms en Pologne après la guerre. Il y a eu des choses terribles qui sont passées et les Juifs qui ont voulu revenir en Pologne, les quelques-uns, l'ont regretté amèrement et n'ont pas pu récupérer leurs biens et ils ont souffert de réactions antisémites extrêmement... On sait que la Pologne est ce qu'elle est. Mais de là à utiliser les circonstances pour dire que la Russie, n'est-ce pas, a été innocente dans toute cette aventure, c'est vraiment être de très mauvaise foi, parce que la Russie est profondément antisémite de longue date. Les pogroms et les massacres, n'est-ce pas, échelonnent toute l'histoire de Russie depuis des siècles. Et vous savez, on n'a jamais mené une enquête, ou plutôt s'il y en a une, j'attends de la lire parce que je n'en ai pas lu moi, sur l'histoire du sort des Juifs qui ont fui la Pologne, n'est-ce pas, et les pays de l'Est vers la Russie au moment où l'Allemagne est entrée. Il y aurait probablement beaucoup de choses à découvrir. Je ne crois pas que l'antisémitisme russe de l'époque a été nécessairement plus accueillant et plus aimable avec les Juifs fuyant, par exemple, la Pologne. Il y a aussi, quand même, il faut s'en souvenir, n'est-ce pas, la Deuxième Guerre mondiale a été aussi possible du fait du fameux traité en 1939, n'est-ce pas, von Ribbentrop-Staline. C'était quoi ce traité? Bon, on le sait tous, mais enfin, il semble que beaucoup de gens n'aient pas une mémoire très éveillée concernant l'histoire. C'était un accord de non-agression mutuelle. Donc les Russes n'attaqueront pas l'Allemagne, les Allemands n'attaqueront pas la Russie. Ce qui a permis aux Allemands, ayant leur flanc Est garanti, de se retourner et d'attaquer la France. En d'autres mots, s'il n'y avait pas eu ce traité von Ribbentrop et Staline, eh bien, Hitler n'aurait probablement pas osé attaquer l'Allemagne. Ce n'est qu'après avoir vaincu l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, etc., que Hitler s'est retourné vers les Russes. N'est-ce pas, mais Hitler n'aurait pas couru le risque de se battre sur deux fronts à la fois, et savait qu'il n'y serait pas parvenu. Signalons au passage aussi que ce fameux traité Ribbentrop-Staline incluait le fait qu'on se ferait à un moment donné le partage de la Pologne. Donc quand l'Allemagne a attaqué la Pologne, à l'ouest, les Russes sont entrés à l'est et ont pris la moitié de la Pologne aussi. Alors,
ne pas faire un lien entre le fait que la Deuxième Guerre mondiale a pu se déclarer du fait de ce traité, n'est-ce pas, qui impliquait les Allemands, les nazis et les communistes, quelque part. Le rouge et le brun, ça va bien ensemble, quelquefois. Eh bien, plutôt le noir et le brun, ça va bien ensemble, quelquefois. Eh bien, la guerre n'aurait pas pu avoir lieu de cette façon. Et on peut aussi en conclure que, d'une certaine façon, le programme d'extermination des Juifs n'aurait pas pu prendre l'ampleur qu'il a pris. Donc la Russie a une responsabilité. Et voilà que, n'est-ce pas, nous assistons ici à Jérusalem à quelque chose qui est quand même choquant quelque part. Pendant que l'on célèbre l'anniversaire de la libération de Auschwitz-Birkenau, eh bien, on inaugure un monument à la gloire des soldats soviétiques et des Russes qui se sont défendus, n'est-ce pas, là-haut, dans l'ex-Saint-Pétersbourg. Tout ça est très, très, très ambigu. Amen. Alors, on peut se poser des questions, pourquoi tout cela est possible? Alors, je vais vous le dire, n'est-ce pas, il y a une chose qui est évidente, c'est que nous le savons, Israël ne laisse jamais ni le cadavre d'un soldat mort, ni un prisonnier ou un seul Israélien, n'est-ce pas, captif quelque part dans le monde. Or, nous savons tous très bien que la jeune Israélienne qui s'appelle Naama, mon épouse va me rappeler son... Issachar, n'est-ce pas, a été emprisonnée en Russie pour des peccadilles. Même si transporter 10 grammes de marijuana, de hashish, n'est pas une peccadille, puisque c'est interdit par la loi, mais condamner à 7 ans de prison une jeune fille qui transite par Moscou, qui ne s'est même pas arrêtée en Russie, qui ne fait que transiter parce qu'on a trouvé 10 grammes de hashish dans ses bagages, c'est lourd, c'est fort de café, et ça sent autre chose qu'une simple punition pour transport et, paraît-il, trafic de drogue. Elle n'a pas trafiqué, elle a transporté sa petite consommation de hashish. Alors, bien, vous savez, Poutine est quelqu'un d'extrêmement rusé. Il y a dans l'ADN slave, la ruse. La ruse fait partie de l'ADN slave. Lorsque j'étais en Ukraine, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai entendu dans la bouche d'un ex-pasteur, d'un ex-officier de l'armée russe, et ukrainien, mi-russe, si j'ai bien compris, l'histoire de sa famille extrêmement embrouillée, eh bien, il m'a dit un jour, nous sommes, les Ukrainiens, donc les Slaves, les plus forts dans le commerce, c'est-à-dire dans l'esprit, et les Juifs viennent juste après nous. C'était une façon de dire, nous sommes vraiment un peuple de la ruse. Et j'ai vu cette ruse, effectivement, je le dis très franchement, ce caractère de la ruse est très fort. C'est ce qu'a perdu Napoléon, puisque le tsar, n'est-ce pas, qui avait fait la paix à Tilsit avec Napoléon, s'est laissé influencer avec complaisance par l'Angleterre, et finalement il s'est retourné contre Napoléon, en l'amenant jusque Moscou, et en sachant qu'à Moscou, Napoléon serait piégé, il n'y aurait plus rien dans Moscou pour passer l'hiver, plus de nourriture, plus rien, tout avait été détruit, et que dès lors, la grande armée allait devoir retraiter dans un hiver abominable, en traversant la Russie, la Pologne, l'Allemagne. Et vous savez, moi je suis né en Allemagne, et en Allemagne on a des moins 25 l'hiver. Donc imaginez, il y a là cet esprit de ruse. Et Poutine, et cet homme, j'insiste sur Poutine parce que nous ne devons pas non plus oublier, je le dirai à la fin de ce court message, Ézéchiel 38 et 39, j'envoie à toi, prince de Roche, Gog et Magog, etc. Parce que je crois qu'on est en train de faire, en Israël, de commettre une immense erreur, à savoir, n'est-ce pas, Netanyahou est un homme extrêmement intelligent et il est arrivé à créer un lien avec Poutine où il obtient pour nous des avantages, la possibilité de bombarder en Syrie, etc. Mais vous savez,
je suis convaincu que Poutine est bien... si Netanyahou est intelligent, Poutine est rusé. Et Poutine est ce genre d'homme qui va tirer au final le plus d'avantages de cette relation. Et cet avantage peut finir dans quelque chose de tragique pour nous, j'en suis convaincu. Donc voilà, je pense que, n'est-ce pas, l'érection de ce monument qui a été fabriqué par des Russes et des Israéliens, des artistes russes israéliens, à la gloire, tout récemment, hein, à la gloire de cette victoire de l'armée russe sur les nazis à Leningrad. Mais je dirais, en quoi ça nous concerne en tant qu'Israéliens? Je ne sais pas, franchement, je ne vois pas. À part que ça a permis à l'armée russe de commencer peut-être à attaquer les Allemands, mais ne me dites pas que l'armée russe avait comme objectif la libération des camps d'extermination nazie. Ça, c'est en passant qu'ils l'ont fait. Leur but, c'était Berlin et la vengeance. Et puis c'est tout. Voilà. D'accord? Et tout ça de très mauvaise foi. Enfin, si on songe au pacte Ribbentrop-Staline, enfin, bon voilà, on voit dans quel monde on fonctionne. Alors, je pense que probablement Netanyahou est en train de donner des gages, et quels gages à Poutine, dans l'espoir que, eh bien, dans les jours qui suivent, Poutine libère, n'est-ce pas, cette jeune fille, n'est-ce pas, qui a été condamnée à 7 ans de prison, mais rien n'est moins sûr. Vous savez, Poutine a rencontré la mère de Nahama aujourd'hui même, ici, et, n'est-ce pas, devant Netanyahou, et la maman de Nahama, n'est-ce pas, s'attendait, espérait, lors de cette rencontre, que Poutine allait dire, écoutez, c'est très bien, je vais lui faire grâce, et puis c'est tout, on n'en parle plus. D'autant plus que, mais Poutine ne dira jamais, cette incarcération a été excessive, mais elle est voulue pour devenir un joker dans mes relations avec Israël. Jamais il n'avouera cela, c'est un fait. Hein. Donc, alors, Poutine aurait répondu, n'est-ce pas, paraît-il peut-être même en hébreu, à Kol Beseder, ça veut dire tout va aller bien, tout ira bien. Mais vous savez, tout ira bien, ça veut dire quoi exactement? Où, quand, comment, quoi? Sera-t-elle libérée? Va-t-on la transférer dans un meilleur camp? Elle aura un régime alimentaire un peu moins sobre? Va-t-on lui permettre peut-être de voir plus souvent sa mère, alors que ça a été même interdit à un moment donné? Ou est-ce que ça va déboucher sur une vraie libération? Moi, je crois que Poutine tient un joker, et je ne serais pas surpris, et je le regrette évidemment infiniment, eh bien que cette pauvre Nahama ne sorte pas encore tout de suite de prison. Si elle sort, c'est tant mieux. Amen. Voilà, ok, donc on peut se poser des questions, beaucoup de questions, et je pense qu'il serait quand même bien que l'État d'Israël réagisse et n'endosse pas disons la version russe des choses concernant, n'est-ce pas, l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale, de son déclenchement, et aussi que les Russes se présentent, que Poutine se présente, puisqu'il a injurié dans un discours les Polonais pardonnez-moi, je vais le répéter, de salauds, d'antisémites, venant de la part d'un peuple qui a manifestement encouragé l'antisémitisme pendant des siècles, à coup de massacres et tout ce qu'on peut imaginer. Rappelez-vous quand même que pendant la période soviétique, n'est-ce pas, eh bien, les Russes ont interdit aux Juifs la pratique du judaïsme, l'enseignement du judaïsme. La plupart des Juifs qui sont venus en Israël, qui ont été libérés grâce à bien des circonstances, je ne vais pas l'écrire ici, hein, on se rappelle de Shtaransky et d'autres, etc., qui étaient emprisonnés, et puis libérés finalement, eh bien, la plupart des Russes qui sont arrivés en Israël n'avaient quasiment aucune connaissance du judaïsme quand ils sont arrivés. Tout cela, on le doit, c'est aussi une forme de choix intellectuel et spirituel, moral, n'est-ce pas, que les Russes se sont joyeusement empressés de pratiquer. Il est vrai aussi que les Russes interdisaient les autres religions, les chrétiennes en particulier. Je ne sais pas pour le reste, mais en tout cas, c'est un fait. Alors voilà, donc
il y a d'autres choses qui m'ont quand même choqué dans ces célébrations, ici, qui me choquent. C'est que j'ai découvert que soudain, il n'y avait pas assez de place pour inviter toutes les victimes, libérer les camps, ces personnes qui ont sur le bras un numéro tatoué par les nazis lorsqu'ils entraient en camp d'extermination, s'il vous plaît, pas de concentration, d'extermination, eh bien, on n'a pas trouvé assez de sièges pour eux. Alors écoutez, je suis quand même estomaqué. Alors est-ce que finalement la célébration de la libération du camp d'Auschwitz est une occasion pour que prioritairement les grands de ce monde viennent sincèrement ou pas donner leur point de vue, parce que bien sûr il y a partout le discours il faut éradiquer l'antisémitisme, mais vous avez un homme comme Macron qui dans ses discours ici, je reviens sur lui, à aucun moment n'a nommé l'antisémitisme musulman extrémiste en France comme source première de l'antisémitisme aujourd'hui. Or, c'est une évidence. Il a même laissé entendre que c'était une résurgence du vieil antisémitisme d'extrême droite. Alors, c'est un mensonge. Alors, on peut dire oui, mais c'est pour éviter peut-être que ça se passe mal ensuite en France. Mais vous savez, on peut toujours trouver des excuses pour ne pas dire la vérité et prendre peut-être les mesures pour, n'est-ce pas, aller dans le sens d'une action pour éradiquer ce qui est la vérité. Ça va en France, par exemple, que c'est vraiment, n'est-ce pas, et ce n'est pas qu'en France. J'ai écouté un enregistrement d'une enquête faite en Allemagne où il est évident que s'il y a une résurgence, pas si forte que ça, de l'extrémisme de droite, la grande majorité des actes antisémites viennent de la population musulmane qui se trouve en Allemagne aujourd'hui. Bien, donc il y a dans tout ça des choses qui me troublent, et je suis troublé par le fait que, n'est-ce pas, de manière aussi ostensible, on embrasse un président de la République, voilà, etc. Et on ne trouve pas assez de chaises, s'il vous plaît, pour asseoir les rescapés de la Shoah. Et je finirai en disant aussi, j'étais très surpris quand même, qu'on n'ait pas invité ces personnes qu'on appelle les justes parmi les nations. Parce qu'après tout, ce sont ces obscurs-là, les gens tout simples, les gens du peuple. Je suis d'origine israélite, mais j'ai grandi dans une famille catholique, et dans ma famille, oui, c'est bien, des gens simples qui n'ont jamais voulu le moindre remerciement. Et mon épouse connaît dans une branche de sa famille exactement le même phénomène. Ce sont ces petits des campagnes, ces gens, n'est-ce pas, qui ne font pas de politique, qui sont de simples citoyens qui ont sauvé des Juifs dans la guerre. Pas un seul de ces justes n'est invité à l'occasion de la commémoration de la Shoah. Je trouve que c'est dommage. Parce que finalement, ils avaient leur place, ces obscurs, ne serait-ce que pour montrer qu'il y a des obscurs, peut-être, mais des gens qui sont prêts à s'engager et qui soutiennent la condition d'être juif, parce que ces gens-là, en agissant comme ils l'ont fait, eh bien, certains l'ont fait par simple humanité. Il y a eu quelques exemples pas très sains où ils l'ont fait pour de l'argent, ça a existé, oui. Mais il y a aussi une majorité de personnes qui l'ont fait par respect pour le fait que ces gens étaient juifs et qu'on les pourchassait. J'en ai des témoignages. Donc, je crois qu'il aurait été bien, il aurait été juste d'inviter et ça aurait été, c'est tout à l'honneur c'est tout à l'avantage d'Israël. Or, ces obscurs, les rescapés de la Shoah, on n'a pas assez de chaises pour eux. Il n'y a pas un siège pour un juste parmi les nations. Bien sûr, il y a un parcours dans Yad Vashem avec ce qu'on appelle les arbres des justes. Mais vous savez, c'est très beau, les arbres, c'est très beau. Il y a une plaque avec le nom, mais tout ça est silencieux, mes amis. Et vous savez, quand Macron va devant le mémorial des 80 000 juifs français exterminés avec l'aide de la France, il faut bien le dire, en grande partie,
n'est-ce pas, et va faire son discours devant ce mur. Vous savez, je suis un peu mal à l'aise parce que les murs, les arbres et les pierres tombales, elles ont toutes en commun une chose, elles ne parlent pas. Alors, vous savez, c'est facile de parler devant un mur et d'y faire un beau discours, mais ce serait tellement intéressant que tous ces gens-là sortent, n'est-ce pas, de l'ombre et viennent donner leur avis sur ce qui se passe aujourd'hui, y compris leur avis à Macron. C'est assez, ces silencieux-là, assez silencieux, sortis des camps d'extermination, assez silencieux, n'est-ce pas, juste parmi les nations, et à tous ceux qui ont été exterminés, qu'il conviendrait de donner la parole aujourd'hui, peut-être plus qu'à quiconque. Les premiers qui auraient dû s'exprimer dans cette commémoration, ce n'est pas le président de la République française, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas qui que ce soit d'autre, ce sont ceux-là. Et ce sont peut-être les justes parmi les nations. Cela nous aurait allumé, au lieu d'une flamme du souvenir qui est nécessaire, qui doit brûler au cœur et Yad Vashem en mémoire de la mort de ces personnes, on aurait pu allumer une nouvelle lumière d'espérance, n'est-ce pas, en donnant aux victimes et à ceux qui ont une compassion des victimes, peut-être la place première qui leur revient, et on aurait pu, à partir de ce moment-là, allumer peut-être, pourquoi pas symboliquement, une nouvelle flamme, cette fois en plein jour, dans la lumière, pour célébrer l'espérance que toutes ces choses un jour vont finir, parce qu'elles vont finir. Voilà, je voulais terminer, mais elles ne finiront pas avant que ne surviennent des choses bien tragiques ici, avec bien des désillusions. Je vous renvoie à Ézéchiel 38-39, où il est question, et ma conviction est que c'est la Russie qui descendra en tête de cette invasion vers Israël, invasion qui ne tardera guère maintenant. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. C'était mon tout petit, pardon pour l'expression, coup de gueule, depuis télévision Ezbetion, bien sûr, c'est fait avec humour. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, et merci Seigneur pour tous les justes des nations qui continuent, n'est-ce pas? Je pense à Europe, Israël, je pense à toutes sortes d'organisations qui œuvrent vraiment et sincèrement. J'en connais d'autres qui prétendent travailler pour le bien des Juifs et qui finalement les combattent quand, n'est-ce pas, ils veulent les écarter du média. Ça existe aussi, voilà, il y a aussi des choses parfois très ambiguës dans certains milieux, mais viendra le jour où notre Yeshua, que nous aimons tellement, notre Messie, qui va venir bientôt, n'est-ce pas, lui rétablira la justice et allumera peut-être aussi la flamme de l'espoir positif, de la lumière, et aussi du pardon finalement, qui devra un jour survenir, et non plus cette utilisation parfois un peu trop politique à mon avis, de choses tragiques qui méritent notre silence et notre respect. Je pense que devant cette horreur de la Shoah, nous devons tous, finalement, peut-être plus nous taire et laisser Dieu nous parler. Laisser Dieu nous parler. Parce que Dieu a des choses à nous dire là-dessus. Au nom de Yeshua, soyez bénis. Amen. Alors, shalom, donc, avant de terminer ce message, on me signale, je m'en excuse, avoir commis une grossière erreur dans mon discours de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, puisque j'ai dit que le pacte Ribbentrop-Staline a permis, n'est-ce pas, à Hitler d'attaquer, et j'ai dit l'Allemagne, la Hollande, la Belgique. Bien sûr, j'aurais dû dire la France, tout le monde aura, je l'espère, fait la correction. Je m'en excuse, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Donc Hitler n'a pas attaqué l'Allemagne. Ça aurait été bien qu'il l'attaque, plutôt que la France, mais il ne l'a pas fait, bon, ça va. Donc, voilà, c'était une erreur, je m'en excuse. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.